Bienvenue sur le premier podcast Signal Zéro. Aujourd'hui, on dissèque le deuxième album de Prodigy qui est sorti en juillet 1994, Music for the Jilted Generation. Mes intervenants aujourd'hui, mes amis de longue date, David et Florian. Salut les mecs. Salut. Bonjour messieurs. Ce que je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est d'écouter une petite récap de l'album. On réécoute tous les morceaux dans l'ordre, très rapidement, et on parle de l'album juste après. So, I've decided to take my work back underground. To stop it falling into the wrong hands. Donc l'album est sorti le 4 juillet 1994 sur XL au Royaume-Uni, Mute aux US, deux labels en France. Il était précédé le 4 octobre 93 par One Love, un single. Le deuxième single c'était No Good Start the Dance le 16 mai 94. Voodoo People qui est sorti après la sortie de l'album, donc le 12 septembre 94. Et le dernier single c'était Poison le 6 mars 95. Messieurs, d'abord, première question pour vous deux, c'est quoi votre rencontre avec Prodigy avant de parler de l'album? Est-ce que vous connaissiez le groupe avant? Je suppose que oui, mais quel est votre premier souvenir par rapport au groupe ou par rapport au morceau, au single que vous avez écouté de... Premier contact avec Prodigy, c'était le morceau Charlie, qui est un morceau de leur premier album. Enfin, je pense même que ça avait dû sortir en hippie à la base, du temps où ils étaient vraiment un acteur de la scène rave anglaise début 90. Charlie, qui est un de leurs tubes, un morceau assez marrant, assez rêvi, et je l'avais sur une cassette, sur un mix en fait, quoi. Ça a été la première fois que j'ai entendu Prodigy, mais pour moi c'était un nom parmi plein d'autres. Et quand j'ai vraiment compris que c'était un groupe différent, c'est-à-dire pas juste un live rêve anglais comme les autres, mais que c'était un groupe qui allait avoir une carrière et qui était plus mainstream entre guillemets, bah c'est avec Music for the Jilted Generation et avec No Good, le clip en noir et blanc là qui passe à la télé. Je sais plus si je l'avais entendu à la radio ou si j'ai vu le clip direct.
Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que Prodigy, c'était un peu plus que tous les trucs techno que j'écoutais par ailleurs, quoi. Yes. Florian? Alors effectivement, premier contact avec Charlie qui avait beaucoup tourné et j'ai pas fait le lien avant des années ensuite avec The Prodigy, mais en tout cas la musique avait été marquante. Et en fait, le nouveau contact avec The Prodigy identifié comme tel, c'est avec Poison et via le clip de Poison qui tournait beaucoup en fait sur MTV Europe à l'époque. Et en cette époque, en ces époques pré-internet où l'information était rare, qu'elle soit écrite, musicale ou vidéo, quand il y avait cette chaîne MTV Europe qui diffusait beaucoup de choses sur des scènes underground, on va dire, c'était très sympa justement de voir le clip de Poison qui m'a fait remonter en fait jusqu'à l'album dont j'avais à peu près loupé la sortie en fait. Et comme beaucoup de monde, je pense à l'époque en France notamment, vous aviez écouté l'album Experience juste avant la sortie de Guilty Music for the Digital Generation? Je l'ai écouté après en fait. À part Charlie effectivement, puisque Charlie c'était un morceau qui avait un peu sa vie propre dans divers mix, mais l'album j'ai découvert après le deuxième. Et Florian? En pièces détachées par le jeu des morceaux sur YouTube pour me faire une culture, mais c'est vrai que le son du premier album de The Prodigy, ça me parle à un niveau documentaire pour aller revisiter le musée très riche de ces années-là, mais musicalement c'est pas quelque chose qui me touche directement, donc j'ai pas été plus appelé que ça par le premier album. Par rapport à Music for the Digital Generation, donc vous aviez écouté d'abord les singles, c'est ça? Poison pour toi. Et toi, David, c'est No Good. C'est No Good, toi, ouais. Et est-ce que vous aviez acheté l'album à l'époque? Ou c'est un truc que vous avez découvert? Ou est-ce que vous avez découvert l'album dans son intégralité plus tard? Alors, j'ai pas acheté l'album à l'époque, puisqu'on est donc en 94-95. Alors, contexte tout à fait personnel, c'est en 94 que je découvre la techno hardcore. Et donc, en bon newbie que je suis, pour moi, la musique électronique, ça peut n'être que ça. Alors même que j'avais entendu d'autres choses avant, hein, bien sûr, la scène anglaise de la fin des années 80, début des années 90, Head State, LFO, The Shaman, pour ne citer que. Mais en 94 et 95, pour moi, la musique électronique, c'est forcément du hardcore, ça va forcément à 200 BPM, c'est forcément des gros kicks, et tout le reste ne peut pas exister. Donc finalement, cet album-là de The Prodigy, en tant qu'album, j'y suis venu au moment de la sortie de The Fat of the Land, en fait. Quand j'avais un petit peu adouci mon dogmatisme que je viens d'expliquer. Ok. Et toi, David, la découverte de l'album? C'est un peu comparable à Florian, moins le côté hardcore ou rien. Mais moi, c'est les années 94 où je commence vraiment à m'immerger dans la techno et la rave pure et dure. Et pour moi, cet album avait un côté un peu crossover, un peu mainstream, où il y avait certaines sonorités. Je trouvais que c'était ça sans l'être vraiment, ce qui maintenant avec du recul était très malin de sa part, mais à l'époque l'album était passé un peu au-dessus, à part quand même fait quelques plans style les morceaux un peu speed de l'album, on va en reparler. Mais globalement, je trouvais que ça tombait dans cette catégorie techno pour les gens qui aiment pas la techno, et ça m'a pas captivé sur le coup. C'est limite ça qui est assez marrant, c'est maintenant 30 ans plus tard que je découvre, ça fait déjà quelques années que je l'ai réévalué, mais je l'apprécie plus maintenant qu'à l'époque en fait. Je vous propose d'écouter déjà un extrait du premier single, c'est One Love, qui était donc sorti quasiment 6 mois avant l'album.
pour revenir sur la création de l'album, la légende raconte qu'il a été composé en partie pour répondre aux nouvelles lois anti-rave du Criminal Justice Act de l'époque, du gouvernement Thatcher, mais aussi aux critiques qui provenaient de la scène rave elle-même, qui commençaient à dire que Prodigy était des gros vendus. Il y a eu quand même une grosse mythologie autour de l'album, notamment en Angleterre. En France, il est quand même passé sous le radar, sans jeu de mots. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque en tout cas en France, on va parler de la France parce que l'Angleterre c'est un autre délire. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque de la médiatisation de l'album ou des singles, ou est-ce que c'était juste des clips qui passaient tard sur M6 ou MTV pour vous, Prodigy? Bah, c'est un peu dans le prolongement de ce que je viens de dire. Moi, je me souviens que c'est le moment où toute une partie de la presse rock, best, rock and folk, ou même des potes à moi qui me jetaient avec mes cassettes de techno, là, on commençait à dire que c'était bien. Et donc, un peu par réaction stupide, je trouvais ça un peu frustrant qu'ils commencent à s'intéresser au truc au moment où je trouvais que l'âme n'y était qu'à moitié, en fait, quoi. C'était une version un peu édulcorée, entre guillemets. D'ailleurs, le côté crossover sur l'album, il est pas flagrant par rapport à The Fat of the Land. Ouais, mais enfin, si t'écoutes, il y a quand même d'ailleurs des morceaux qui sont très bien, hein, c'est pas le problème, mais t'as des trucs genre Zerlo, ou même, tu vois, c'est des trucs stupides, mais Voodoo People, qui est un vrai morceau techno, avec quand même une définition élargie de la techno, mais la dynamique est complètement techno. Moi, d'entendre les plans un peu flûte, tout ça, je trouvais ça un peu étrange. J'étais vraiment dans un délire synthé, révi. Il y avait déjà une volonté de métisser, d'introduire des sonorités qui étaient peut-être moins dérangeantes pour le commun des mortels. Et à l'époque, moi, je prenais ça un peu comme un truc un peu bâtard, en fait. Ouais. Florian, de ton côté, donc du coup, en 94, c'était full hardcore et gabber. Mais autour de toi, il y avait des gens qui parlaient de Prodigy, ou tu sentais quand même que ça commençait à bouger, ce nom-là, en France? Oui, bah, moi, ça faisait quelques années que j'étais branché sur certains médias musicaux, que ce soit presse écrite et radio. Donc, puisque tu précises, Clément, qu'effectivement, il faut bien comprendre ça d'un point de vue français et non pas anglais, puisque ça n'a rien à voir, tant pis pour nous. Là, 94, en France, c'est quoi le contexte? C'est-à-dire que les médias musicaux ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nier la techno. Alors quand on dit techno, c'est house, hein, c'est au sens très large. Pour ridiculiser tout ça, en disant musique de drogué. À l'époque, on entendait aussi beaucoup, et c'était pas rare sur des médias un petit peu installés, musique de PD. Tout ça pour discréditer la techno. En fait, les reproches qui sont faits au début des années 90 à la techno, c'est qu'il n'y a pas de mélodie, c'est qu'il n'y a pas de paroles, bref, c'est qu'il n'y a pas de chanson en fait. Et donc là, on a des médias pour qui la musique, c'est nécessairement des chansons, couplets, refrains, et puis il faudrait aussi qu'il y ait un chanteur avec un pantalon en cuir et qui chante les jambes écartées. Bon. Et les médias musicaux un petit peu plus spécialisés, mais toujours orientés pop-rock, reprochent à la techno son absence de rébellion. Alors c'est cocasse quand on constate le degré de rébellion du rock et de la pop à cette même époque, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas de rébellion. Pour autant... Alors que la scène rave était bien plus subversive à ce moment-là, entre parenthèses. Oui, non, mais on était vraiment sur un mouvement qui flirtait avec l'illégalité, quoi. On est bien d'accord, mais c'était cet état d'esprit qui prévalait dans les médias musicaux qui tenaient le marché, en fait. Après, parlons de marché, il y a donc d'un autre côté aussi, alors je mets pas tous les médias dans le même sac, hein, l'œil du cyclone sur Canal, tout ça, mais voilà, c'est quand même ça beaucoup. Les labels et les maisons de disques cherchent quand même comment s'emparer de cette musique. Donc on sait qu'il y a des essais à la marge avec Fnac Music qui a permis de lancer Laurent Garnier, enfin FCOM. Et il y a aussi la fameuse rêve des transmusicales en 94. Mais tout ça, c'est quand même un petit peu épiphénoménal. Et donc, c'est là qu'arrive un groupe comme The Prodigy, et qui donne des clés en fait au marché. Les clés, c'est quoi? C'est qu'en fait, il est possible de faire une musique électronique. C'est très typé, hein, notamment cet album-là de The Prodigy qui est quand même très techno. Mais une musique électronique dans laquelle il y a des vocaux.
dans laquelle il y a quasiment des chansons. Voodoo People, c'est presque une chanson. Poison, c'est une chanson, il y a 2 lignes de texte. Bon, voilà. C'est très incarné, il y a des visages, il y a des corps. Maxim Reality, surtout Maxim Reality sur cet album-là. Keith Flint, on le fera monter un petit peu plus tard. Mais enfin, il y a des gens à montrer et ces gens peuvent se montrer sur scène. Donc d'un coup, ça devient acceptable, en fait. D'un coup, l'industrie du disque se dit, il y a quelque chose à faire, il y a des posters, il y a des scènes, il y a des t-shirts. Voilà un petit peu l'époque, ce tournant en fait que représente cette époque 1994 par rapport au paysage musical des musiques populaires en général, on va dire. Ce qui est marrant, donc pour reparler de 94, c'est que au moment de la sortie de l'album en Angleterre, le groupe est nommé carrément au Mercury Prize pour la musique. Ils refusent de jouer à Top of the Pop. Ils sont classés premiers du top album dès la semaine de la première sortie. Ils y restent pendant plus de 6 semaines avec quand même des concurrents sérieux en face, notamment des trucs comme Blur, Oasis, etc. Et pendant ce temps-là, en France, en fait, pour préparer l'émission, j'avais quelques souvenirs de chroniques de disques à l'époque, mais j'ai absolument retrouvé aucune archive de review de cet album à l'époque. Donc pour montrer à quel point en France, à ce moment-là, ça passe complètement à l'as. D'ailleurs, je crois que on est un des rares pays en Europe sur lequel cet album ne se classe pas du tout dans le top 100, mais alors je pense qu'il est même très 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 loin du top 100 album à l'époque. Alors qu'en fait il est premier, voire dans le top 10 de nombreux pays d'Europe, notamment en Belgique, Pays-Bas, Suède, etc., Australie aussi. Je trouve qu'il montre assez bien en fait la déconnexion totale entre ce qui se passe globalement et ce qui se passe dans notre pays à ce moment-là, quoi. Au niveau de la alors presse, à une nuance quand même, moi je me souviens d'une chronique de Rock and Folk que je lisais, que je feuilletais à l'époque, et qui n'écrivait jamais une ligne sur la techno, sauf pour expliquer à quel point c'était de la merde, et qui là avait chroniqué l'album de façon très positive, puisqu'il comparait même ça à une forme de Stooges des années 90, et pour Rock and Folk on sait ce que ça veut dire, c'est un compliment. Et j'étais resté un peu sur le cul justement. Ça avait un peu augmenté ma frustration pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais en attendant, je crois que c'est mon premier souvenir au Rock and Folk qui arrive à parler d'un truc électronique de façon positive. Et qu'est-ce que vous pensez de ce discours qui est revenu, surtout après la sortie de l'album, des années après, par rapport aux lois anti-rave anglaises? Je pense que ça vient principalement du artwork intérieur du CD et du vinyle, qui est ce fameux poster où on voit un chevelu en train de couper une espèce de passerelle en corde au-dessus de la falaise avec les flics de l'autre côté. Qui a été repris sur bien des flyers de Rave Party d'ailleurs, cette image. Ouais. Oui. Et alors si je veux pas dire de conneries, mais d'ailleurs l'artwork il a été dessiné par Les Edward, qui a pas mal bossé sur des trucs genre Conan et de la fantasy dans les années 80. Et ça devait être la pochette de l'album apparemment. Ouais, a priori oui. Ouais. Est-ce que vous pensez que... Parce qu'après, j'ai l'impression quand même que le groupe est quand même pas mal revenu sur ce discours-là après, en disant que ça avait été quand même pas mal monté sur oui, alors Laia Molette maintenant se défend que c'était politique, mais c'est un peu en contradiction avec plein de choses. Déjà le morceau Zerlo qui est ultra explicite là-dessus. Faut peut-être remettre un peu le contexte, tout le monde connaît pas quand tu parles de la Criminal Justice Act. Ouais. Faut rappeler vite fait, en 94, c'est un paquet législatif en Angleterre qui inclut notamment des articles, enfin l'idée c'est de faire du tout répressif. Et certains articles ciblent précisément tout ce qui est squat et rêve illégal. Et dans le pays, ça fait un énorme débat, c'est très médiatisé, il y a des marches de protestation, etc. Parce que quand même, il était question, j'ai vérifié, parce que je pensais que c'était une légende urbaine, mais il est vraiment dit explicitement, il est question d'interdire tout rassemblement non autorisé de plus de 10 personnes dansant sur des rythmes répétitifs. Plus de 10 personnes. Et puis même cette définition, ça cible clairement un genre musical. Donc en Angleterre, ça passe très moyen. Alors entre le morceau Zerlo qui est clairement les paroles sont minimalistes, mais fuck them and Zerlo ça veut dire ce que ça veut dire, ouais. et l'image dans le livre intérieur, moi je prends qu'à moitié les justifications, mais non mais c'était pas du tout pour ça, etc. quoi. Le chanteur sur Verlo, c'est le mec de Pop Will It Itself, d'ailleurs, c'est le seul invité sur l'album. Ouais, Pop Will It Itself en featuring, dont on parlera sûrement. Oui, et en plus par-dessus le marché, je relisais des interviews d'époque de Laia Molette pour le podcast.
où lui-même disait à l'époque que c'est en écoutant Rage Against the Machine pendant la tournée américaine de l'album précédente qu'ils ont eu envie de se lancer dans des trucs un peu plus engagés politiquement, un peu plus énervés. Donc je pense que c'est une justification a posteriori quand il dit que ça n'avait rien à voir maintenant. Si on commence à parler de l'album à proprement parler sur les morceaux, on démarre d'ailleurs avec une intro qui est hyper minimaliste et très courte, 45 secondes à peu près, avec une voix off qui balance en gros qu'il est temps de retourner dans l'underground, quoi. Donc là aussi, ça permet de reposer les bases dès le début de l'album. Vous en pensez quoi de cette intro ? Alors là aussi, il faut peut-être recontextualiser un peu. C'était suite à... Déjà parce que la scène rave anglaise à l'époque, toute cette scène qu'on va appeler hardcore breakbeat, était en train de bien grimper dans les charts avec des morceaux de plus en plus douteux. Et Prodigy était en première ligne de tout ça parce que par Charlie, involontairement, Charlie, c'est un morceau qui samplait en fait un message de prévention, un spot de prévention pour les enfants, pour leur dire ne suis pas le monsieur qui te donne des bonbons dans la rue, etc. Bon, ils avaient samplé ça pour rigoler. Ça a donné un morceau plutôt marrant, plutôt second degré, et suite à ça, tout un tas de petits malins ont voulu faire le même score dans les charts, et ça a donné une vague qui s'appelait Toy Town Techno, en gros qui consistait à prendre des dessins animés, des génériques de dessins animés, et les mélanger avec de la rave music, avec des morceaux tous plus claqués les uns que les autres. Ils appelaient ça Chipmunk Music aussi à un moment donné. Voilà, et Prodigy, comme ils avaient lancé la vague complètement volontairement, parce qu'à la base, eux, leur morceau, il est pas mal du tout, et c'est même plutôt, il y a un côté surréaliste barré, c'était pas du tout pour faire de la facilité, mais ils sont involontairement responsable de toute cette vague, au point où t'as le magazine Mixmag, qui est un peu la bible de la dance music anglaise à l'époque, qui fait une couverture sur eux en disant Did Charlie kill rave? Est-ce que Charlie a tué la scène rave? Et ça, Olette le vit très très mal, puisque il y a même un clip d'un morceau de Fire, single de l'album précédent, où tu vois balancer le fameux numéro de Mixmag dans les flammes à la fin du clip. Donc moi je pense que ce message à la base c'est aussi une réaction à ça, une façon enfin on sent le mec avait envie de retrouver un peu de crédibilité, quoi, de montrer qu'il appartenait plus à ça du tout, quoi. Ok. Le premier vrai morceau de l'album en fait c'est Break and Enter. Avant de parler du morceau, la durée déjà 8 minutes 24, c'est un truc qui paraît complètement surréaliste à notre époque, et je crois que Florian en parlait récemment, la durée des morceaux globalement sur cet album c'est juste quelque chose qui a complètement disparu de la production actuelle, quoi. Et je pense que là ça concerne tous les styles musicaux globalement de rave, quoi. Des morceaux qui atteignent des 8, 30, 6, 40, 6, 27, 8, 56 sur un LP et des sorties singles en parallèle. Ça dit beaucoup de choses sur l'époque aussi. J'ai fait des stats. Ouais. Donc, sur cet album, il y a seulement 2 morceaux qui durent moins de 5 minutes. Donc, c'est The Hit et One Love. Sur 13 morceaux, il y en a 7, donc un peu plus de la moitié, qui font plus de 6 minutes. Et il y en a 2 qui font plus de 8 minutes, c'est-à-dire Break and Enter et Speedway. Alors, effectivement, comme tu dis, quand en 2024 les morceaux font 1 minute 50 parce que ils sont pensés pour servir de bande son sur TikTok, il y a quand même un gouffre. Il y a quand même un gouffre, et là on est en train de parler de la durée des morceaux. Il faudrait aussi parler de quelque chose qui joue un énorme rôle quand on parle d'albums et d'écoute des albums dans l'ordre des morceaux. C'est justement l'ordre des morceaux, parce qu'il y a une vision en fait dans le placement des morceaux. Là encore, quelque chose qui a été très 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 malmené par l'arrivée des plateformes de streaming qui reprennent des versions d'albums qui sont pas forcément les versions originales. Et donc cette dimension-là, ce que procure l'écoute des morceaux dans l'ordre originel de l'album, qui est une vraie dimension supplémentaire, surtout quand on parle de morceaux comme ça, qui sont des morceaux qui font voyager, qui sont très narratifs. C'est à ça que servent ces durées, à embarquer. On dit, c'est un peu cliché de dire qu'un morceau raconte une histoire, mais enfin, là c'est vrai. C'est-à-dire qu'un compositeur comme Liam Howlett, quand il décide de faire des morceaux qui durent 6, 7, 8 minutes, c'est à dessein. C'est pour embarquer l'auditeur dans son histoire, dans ce qu'il a envie de raconter, avec en plus une capacité à présenter ça avec
plusieurs degrés d'écoute. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'album, il y avait trop de matériel, du coup, ça tenait pas sur un CD, donc il a dû faire des edits de 2 morceaux, One Love et Full Throttle, en fait qu'il avait sorti en white label juste avant, même pas sous le nom Prodigy. Ça c'était encore la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Pour retrouver un peu, enfin se prouver à lui-même qu'il faisait encore partie de l'underground, il avait testé les 2 morceaux sous white label sans dire que c'était Prodigy. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Mixmag, le magazine dont je parlais, avait fait une review élogieuse du truc alors qu'ils passaient leur temps à défoncer Prodigy. C'était un peu sa petite vengeance personnelle. Et bref, ces 2 tracks qui sont sur l'album, il a dû faire des edits pour les raccourcir parce que sinon ça ne tenait pas, tellement les morceaux sont longs, effectivement, inhabituellement longs pour ce genre de format. Il y a Martin Roach dans le bouquin qui s'appelle Electronic Punks, qui est la première biographie de Prodigy qui a dû sortir en 95, je crois, qui raconte que lors de une des premières écoutes de l'album, il y a un journaliste anglais qui décrit la tracklist justement dont tu parlais, Florian, la succession des morceaux comme le développement d'une rave en fait, avec l'intro, voilà, un truc qui s'accélère au fur et à mesure de la nuit, qui finit par un truc complètement trippy avec One Love qui est aussi un peu hystérique et qui redescend vers du chill out et de l'after un peu narco quoi. Est-ce que ça vous paraît une analogie propice sur la tracklist, en tout cas de l'album original? Je parle pas des 10 000 versions qui sont sorties après, avec remix et live, etc. Cette théorie, c'est plus un constat qu'une théorie, qu'une vue de l'esprit. Enfin, il suffit d'écouter l'album dans l'ordre originel des morceaux pour s'en rendre compte, puisqu'effectivement, pour faire très schématique, il y a des morceaux on va dire de lancement, de warm-up, le morceau avec The Pop Will Eat Itself, donc très guitare, plutôt vers le début, et puis jusqu'à un pic en matière de vitesse et de morceaux très tech, qui sont Speedway et The Hit. The Hit, c'est un BPM élevé pour l'album, c'est de la grosse acid tech. C'est très abrupt, hein, la fin arrive comme ça, coupée à la serpe, et pas du tout progressive. Et puis à la fin, donc effectivement, une fin avec ces 2 morceaux que je trouve super intéressant, parce que justement assez peu tech en fait. C'est Free Kilos, donc avec cette flûte traversière magnifique. Il faut quand même oser faire ça sur un album très tech. Et c'est pas un sample d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est inhabituel pour Prodigy. Il l'a vraiment fait jouer par un gars, et à la base il voulait le flûtiste de Jethro Tull. Il lui a fait un courrier, il s'avérait que le courrier n'était jamais arrivé. Voilà, c'est pour l'anecdote. Donc il y a effectivement, donc c'est une flûte traversière. Et puis le dernier, Claustrophobic Sting. Et là il y a sur un morceau qui est très très long, il y a juste 1 minute de rythmique vers le premier tiers. Et sinon, c'est hyper trippy. Voilà. C'est de l'acide furieux, Claustrophobic Sting, si on parle du même. Hein. C'est celui où il y a une TB303 hystérique là. Alors grosse ligne acide de 303, mais il y a 1 minute 20 de breakbeat effectivement. Donc entre 1 minute 40 et 2 minutes 57. Mais le reste du temps, le beat est très peu marqué, c'est quelques crashs, et c'est en fait la ligne de 303 qui drive le morceau. Pour rester sur l'album, je sais que il y a énormément de samples au niveau de la production. On en parlera après quand on fera la description des tracks. Mais il y a eu pendant très longtemps cette espèce de légende urbaine comme quoi c'était Lisa Stanfield qui était à l'origine du sample de No Good. Alors je sais pas d'où est parti ce truc-là. Mais c'est un morceau en fait House qui est sorti en 87, un des premiers morceaux, je crois que c'est un truc très early de Kelly Charles en fait, qui était un acapella, ouais. Je sais pas pourquoi cette légende a traîné pendant très longtemps que c'était Lisa Stanfield, qui avait rien à faire dans l'histoire du tout. Sur la succession des morceaux, pour les gens qui parlaient souvent de breakbeat voire de big beat, on en parlait entre nous off. Sur cet album, il y a quasiment rien en fait. Au niveau breakbeat pur, j'entends, et au niveau du big beat, ce qui va être cette espèce d'appellation commerciale qu'on va utiliser après pour les premiers Chemical Brothers, Fatboy Slim et toute une série d'artistes anglais. Pour le coup, cet album-là, ça a strictement, on les cherche.
Poison, on peut appeler ça un peu proto Big Beat justement, parce que cette espèce de rythmique hip-hop très très lourde, assez lente, avec quand même des sons un peu technoïdes par-dessus. Moi, j'entends les débuts de ce qu'on a appelé Big Beat justement sur ce morceau. Ouais, mais je veux dire, c'est un seul morceau. On n'est pas Clairement. Experience, on est quasiment sur un album qui est totalement breakbeat, quoi, ou UK hardcore. Ah, mais Experience, c'est vraiment un album de scène, c'est-à-dire c'est un Ouais. album qui est issu directement de la rêve anglaise de cette époque-là, et c'est 100% dans les canons de l'époque, à part 2-3 tentatives déjà d'originalité. On sent qu'il a envie de s'affirmer quand même en tant que compositeur à part entière. Globalement, c'est une collection d'anthèmes de rêve party de 91-92 anglais, quoi. Ça sera plus sur The Fat of the Land qu'on verra vraiment ce truc-là avec d'autres morceaux, quoi. Sur la tracklist, Break and Enter et Verlo en deuxième. C'est des morceaux qui vous parlent à tous les deux? Ouais, Zerlo, je le trouve très bon, alors que je l'aimais pas trop à l'époque, justement, pour ce côté crossover, qui était pas ce que je recherchais. C'est pas que j'étais allergique au rock, j'en écoutais beaucoup, mais j'étais un peu segmenté dans ma tête. Moi, quand j'écoutais de la rave musique, je voulais vraiment de l'électronique pure. Avec du recul, c'est une tentative de crossover qui est assez réussie, surtout pour quand le synthé arrive sur la deuxième moitié. Moi, je trouve que c'est là où ça décolle vraiment. Pop With Itself, je connais pas plus que ça, à part que, pareil, en relisant un peu des trucs, j'ai vu que Clint Mansell, celui qui fait les musiques de Darren Aronofsky, notamment Requiem for a Dream, ultra connu, faisait partie du groupe à l'époque. Et le groupe lui-même, c'est un truc un peu rock industriel, mais avec des beats un peu hip-hop. C'est un truc très anglais. Il y avait un peu Midbeat Manifesto qui faisait des choses comme ça à l'époque aussi. J'ai l'impression que c'était un peu toute cette mouvance des groupes assez politisés en général. Donc c'était assez logique de les inviter sur ce morceau qui était un peu le protest track de l'album. Florian, sur les deux premiers morceaux? Eh bien, je vais prendre le risque de m'inscrire en faux par rapport à mon confrère David. Je trouve que c'est les deux morceaux les plus faibles de l'album. Alors, les plus faibles, entendons-nous bien, c'est relatif, mais par rapport au reste qui est d'un niveau supérieur. Pourquoi sur Zerlo je trouve un peu faible? Parce que si ça veut être crossover, c'est pas très abouti. C'est-à-dire que oui, il y a une guitare, mais je trouve qu'elle est un peu sous-exploitée en termes de sonorité. Elle est très très radoucie, elle est mise en boucle. Ouais, d'accord. Mais je trouve qu'il y avait vraiment moyen d'amener beaucoup plus de relief que ça. Voilà, si ça voulait être crossover, et si ça voulait pas être crossover, bah c'est sympatoche et en fait un peu longuet. Voilà. Donc oui, sympa pour démarrer, on va dire, mais vite la suite. Ah, mais moi j'ai pas non plus dit que c'était un des meilleurs titres de l'album, loin de là. Le quatrième, c'est Full Throttle. Ouais, celui-là, moi, je trouve que c'est celui qui est un peu dans la continuité d'Expérience, avec quand même un côté plus dark, mais qui correspond d'ailleurs à l'évolution de ce son breakbeat hardcore anglais. En 93, il passe dans un délire un peu plus ce qu'on décide d'appeler dark side ou darkcore. C'est l'assombrissement de la première vague de toute cette musique hardcore breakbeat qui était très euphorique, très piano, très ecstasy. Et le ton se durcit, il y a plus de recours à des samples un peu des ambiances un peu de film d'horreur, des choses comme ça. Et Full Throttle, c'est vraiment le reflet de la scène historique dont vient Prodigy à ce moment-là. Je dirais c'est le morceau le plus rêve classique. C'est un des rares morceaux de l'album qu'on peut tout à fait imaginer dans une warehouse à l'époque, jouer dans une vraie rêve party. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse influence à l'époque aussi sur cet album du fait que Prodigy a beaucoup fréquenté les raves plus européennes qu'anglaises sur les 2 dernières années? Il joue beaucoup plus en Europe dans des trucs qui sont souvent beaucoup plus dark, durs, avec des mecs qui finissent avec justement du hardcore et du gabber parfois. Ils ont joué énormément en Belgique et en Hollande notamment, beaucoup en Allemagne aussi.
Est-ce qu'on ressent plus précisément sur ce morceau-là un durcissement du son aussi, du fait qu'il soit sorti d'Angleterre et qu'ils aient découvert sûrement un autre son aussi, hein, qui se développe à ce moment-là. Ça a sûrement joué, mais comme je te disais, même le son anglais de l'époque était lui aussi à sa façon, Ouais. parce qu'il suivait un peu sa voix, mais il était en train de muter, de devenir plus sombre, plus expérimental. C'est ça d'ailleurs qui va donner la jungle, et d'ailleurs la jungle apparaît grosso modo, même s'il y a toujours des prémices, mais la naissance officielle du mouvement de jungle, c'est 94, l'année de la sortie de cet album. Tout ça va évoluer en drum and bass. Et donc même le son dont vient Prodigy à cette époque-là est dans une phase de durcissement et d'andarchisation, si le terme existe. Mutation vers le dark. Full Throttle, Florian, ça te parle? Je trouve que c'est le moment, c'est le morceau qui fait démarrer l'album en fait, puisqu'il est, par rapport au précédent, plus dynamique, plus varié, plus narratif. Donc il y a peut-être, je lui trouve peut-être une intensité supérieure aussi. Alors peut-être en lien avec ce que vient de décrire David sur le fait que ça se tend, ça devient plus dark. Donc je trouve que l'album démarre vraiment là. On attaque après sur Voodoo People, qui est devenu très certainement le gros tube de l'album, peut-être avec No Go, des Poison. C'est compliqué de départager ces trois-là. Je pense que One Love sur le long terme, au moment de sa sortie, au moment de la sortie du single, était collé peut-être plus à son époque, mais je trouve qu'il a un peu plus mal vieilli par rapport à ces trois tubes, en tout cas ces trois morceaux qui sont le plus reconnus par le public. Voodoo People, c'est un morceau qui avec une guitare live, c'est un morceau qui vous parle? Voodoo People, moi c'est un morceau que j'ai appris à adorer en live en fait, c'était loin d'être mon préféré. C'est un patchwork de plein d'éléments, il y a un sample de guitare de Nirvana, il y a une flûte, c'est assez intéressant créativement, hein. C'est toujours l'art du sampling et puis de combiner des éléments très disparates que Yamolet sait très bien faire. Mais moi, c'était pas mon morceau préféré, et en fait, c'est un tel bordel quand il le joue en live que je suis devenu totalement fan en le vivant en situation, quoi. Ouais. D'ailleurs, je rappelle, pour info, effectivement, le riff, c'est le riff de guitare du morceau Very Ape de Nirvana, je crois qu'il s'est sorti sur In Utero l'année d'avant. Exact, sorti l'année d'avant. Ouais, ils l'ont juste refait enregistrer par un autre mec et modifié, je crois, légèrement pour pas avoir de problème de droit. Parce que je crois cet album on en parlera, hein, l'utilisation du sample par la Yamolet, c'est toujours très compliqué parce que pour clearer tout le bordel, ça doit être un enfer. En tout cas, ouais, c'est un riff initialement de Very Ape de Nirvana, quoi. Florian, Voodoo People? Alors, je trouve que il joue très très bien son rôle de poisson pilote pour aller toucher des gens pas fans de techno, puisque c'est un morceau qui a un début très rock, donc avec ce fameux riff qui vient de Nirvana. Et puis aussi un micro bout de solo, mais très clairement identifiable aussi, solo de guitare électrique qui vient de Led Zeppelin. Donc on a un début très rock et on a un hook de synthé qui est quasiment gabber en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire grosse efficacité, un petit peu primaire peut-être, mais donc reconnaissable entre mille. Et c'est pour ça aussi que ça aide le morceau à jouer son rôle de poisson pilote. On n'est pas dans, je dirais, dans quelque chose de très 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 sophistiqué. Alors, attention, c'est une construction élaborée ce morceau, etc. Mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont reconnaissables de manière premier degré pour un public qui n'y connaît rien. Et je pense que en cela, ce morceau joue ce rôle-là, assez véloce, très dynamique. Il y a aussi des breakbeats, donc on est dans quelque chose qui préfigure à bien des égards la formule Big Beat, même si on peut pas dire que ce morceau c'est du Big Beat. Et puis aussi, alors, se souvenir du rôle des clips à l'époque. Ouais, j'allais en parler. Ouais. Pas de YouTube, pas de réseaux sociaux, et les clips sont toujours une carte de visite très très scrutée quand il y a des albums comme ça qui arrivent. Alors le clip, je l'ai regardé je l'ai revu en préparation du podcast. C'est gaguesque, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, enfin, ils sont allés passer une journée de tournage
dans je sais pas quel arboretum pour tourner ça. Non, c'est à Sainte-Lucie, donc c'est dans les Caraïbes anglaises. Donc Sainte-Lucie. c'est sympa l'arboretum, sympa, mais non, mais le truc veut à peu près rien dire, si ce n'est qu'en fait c'est comment il s'appelle, Keith Flint, encore les cheveux longs à l'époque, qui se fait embêter par des gens un petit peu vaudous sur les bords, donc ha ha ha, et puis ça nous fait un clip. Bon, mais dans le contexte d'époque, rareté de l'image, ce clip accompagne justement très très bien ce morceau qui est une des têtes de pont de l'album pour un public non techno. Pour parler des clips de Prodigy, je pense que c'est clairement les clips qui ont fait découvrir Prodigy au public français, notamment sur les diffusions tardives de M6, MTV, MCM. Ils étaient super souvent programmés, et pour le coup, c'était hyper rare d'avoir du Prodigy en journée. Mais c'était, si tu matais M6 à l'époque la nuit, ou MCM ou MTV, tu tombais forcément sur un clip de Prodigy, quoi. Oui, ça a eu un impact énorme à la base. À l'époque, toute la musique alternative, si tu voulais sortir de l'underground, il fallait réussir à caser un clip sur les chaînes musicales. Prodigy, c'est ça qui les a fait décoller, clairement. Ouais, et puis faut là encore, si on parle de clip et dans ce contexte du milieu des années 90, le gros du marché, c'est quoi ? On est dans la fin du grunge, mais c'est encore beaucoup là en termes d'esthétique, hein. Il y a pas mal de métal, et c'est tout le début de la vague Britpop. Donc Pulp, Oasis, The Verve un petit peu plus tard. Enfin, c'est beaucoup ça. Ça se prend beaucoup au sérieux. C'est un peu ouin-ouin, c'est machin. Fatigue. Alors que tu vois les clips de The Prodigy, bon, c'est marrant, c'est codé. Et c'est vrai que je trouve à cet égard que le clip de Poison est plus marquant que celui de Voodoo People, qui me semble un peu plus gaguesque. Dans mes souvenirs sur la biographie de Martin Roach, comme tu disais, c'est une journée de tournage, hein. C'est en gros, on passe, je crois qu'ils étaient de retour d'une tournée ou de concert aux US. Ils s'arrêtent à Sainte-Lucie, ils tournent le clip avec, alors la mythologie voudrait dire annoncer qu'ils étaient tombés sur une cérémonie vaudou et que certaines images étaient des trucs réels, etc. Bon, voilà. Entre temps, on a eu des trucs un peu plus sérieux à ce niveau-là. Voilà. Oui, alors regardez. Écoutez, bon, je suis pas expert en cérémonie vaudou. C'est un peu léger, je crois. Mais c'est pas l'impression que ça donne, hein, des vraies images de vraies cérémonies vaudou. C'est-à-dire que même maquillés, on reconnaît les membres du groupe, hein. Ouais. Alors bon, voilà, calmons-nous sur cette légende. Ouais. Le 6e morceau, c'est Speedway Theme from Fastlane. Alors sur les forums de fans, la théorie voudrait que Fastlane fût en fait un projet de film de bagnole hollywoodien. Alors j'ai pas très bien compris si c'était un film de bagnole ou si c'était un truc de course SF, dont Prodigy aurait bossé sur une partie de la BO, et le morceau, en fait, le projet Hollywood aurait été abandonné, et du coup en fait ils auraient calé le morceau Speedway sur l'album. Bon, ça encore une fois c'est de la mythologie, je suis pas sûr que ça soit vrai, mais le morceau là c'est clairement une accélération de BPM sur l'album. Ton préféré, celui-là? Alors c'est mon préféré. Donc oui, effectivement, là c'est très tech, très synthé, donc très stable, très dynamique, très boucle, voilà. Mais en fait, ce qui fait que c'est mon préféré, c'est aussi, et peut-être surtout, c'est que à 6 minutes 19, ça fait une certaine durée déjà, donc on croit que le morceau a tout dit, et en fait, le beat s'arrête et arrive une nappe hyper trippy, hyper dreamy, un son très très clair,
et on en reprend pour 2 minutes. Et le beat ne reviendra jamais. Donc il y a ce côté à la fois hyper nerveux, teigneux des 3/4 du morceau, et puis après on est dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire, et pour autant pas gnangnan. Donc c'est là aussi où je trouve qu'il est très très fort, c'est qu'il y a une cohérence entre les deux, hein. C'est pas genre tiens il avait une nappe qui traînait, il en a rajouté 2 minutes pour compléter le morceau. Il y a une cohérence d'ensemble, et c'est cet ensemble-là que je trouve très très fort. David, Speedway, ça te parle? Ouais, aussi, oui, j'aime beaucoup. Je trouve le début qui fait la partie un peu techno, on va dire entre guillemets, ça fait aussi très. Moi, ça me fait vraiment penser à des musiques de jeux vidéo. T'imagines vraiment une course futuriste. La PlayStation n'existait pas encore, je crois, à l'époque. Non, mais par contre, a priori, la théorie vraiment, sur le film de SF, de course de bagnole SF, serait moi, je trouve que ça fait vraiment. Enfin, réel. j'ai des visions de bagnoles là, qui fait des embardées pour choper les bonus. Ça fait vraiment très très le délire jeu vidéo années 90. D'ailleurs, Prodigy caseront un morceau quelques années après sur Wipeout, qui était un jeu de course de bagnole futuriste sur PlayStation. Ça m'étonne pas du tout parce que leur esthétique colle complètement. Et jusque là, c'est plutôt marrant, mais ça accuse bien son âge. Et pareil que Florian, quand l'espèce de nappe là, très cinématographique rentre, il se passe un truc, c'est assez grandiose, quoi. Tu vois très bien, d'ailleurs, c'est un plan que Prodigy utilise souvent, ça. C'est proto, ce qu'on appelle les drops maintenant. T'as une montée, et bam, là, t'as un espèce de moment complètement épique. Et ça repart en plus avec un synthé qui est assez original, un peu en river. Je sais pas trop comment il a fait ça. Mais moi aussi, c'est un de mes morceaux préférés. Enfin, dans le registre des morceaux agressifs de l'album, c'est peut-être le meilleur aussi, je trouve. En 94, il y a pas mal de morceaux de ce genre-là. Enfin, de ce genre-là. Il y a pas mal de morceaux qui dépassent les 10 minutes. Avec des phases trippy, on sent quand même que la trance est en train de s'installer aussi d'un autre côté dans un autre domaine. Ça me faisait penser aussi au morceau de La Zombie Sacred Cycles qui durait plus de 11 minutes avec une phase trippy qui dure, je sais pas, peut-être 8 minutes sans rythme. C'est des choses qui ont complètement disparu, mais à cette époque-là, on est vraiment là-dedans en fait. On peut acheter un vinyle qui dure 12 minutes avec 3 minutes de kick sur l'ensemble du morceau, quoi. D'ailleurs, oui, je sais plus si c'est celui-là. Non, ça doit être le morceau d'après, mais j'ai tendance à les mélanger parce qu'ils sont vraiment dans une esthétique et dans une vibe assez similaire, je trouve, The Hit et Speedway. Mais il y en a un, je crois que c'est celui d'après. Il y a 3 minutes d'intro avant qu'il décolle quand même, hein, ce qui est quand même sur ce genre de track qui est inhabituel. Il a été réduit parce que The Hit, The Energy, justement, c'est le morceau qui a été édité par Laia Molette pour pouvoir rentrer sur le CD. Hein. Je crois qu'il faisait plus de 8 minutes aussi à la base. Hein. Et je crois qu'il est sorti sur une version. Ouais. Ok. Le morceau d'après, du coup, c'est The Hit, The Energy qui reste sur ce déchaînement de BPM, quoi. C'est peut-être le deuxième morceau le plus speed ou le plus speed, Florian? Moi, je pense que c'est le plus speed. C'est de la grosse acid tech. On rentre dedans. Donc le morceau porte bien son nom. C'est-à-dire que pour moi, c'est le pic bastonneur de l'album. Et si on parle de fin de morceau, c'est marrant parce que autant sur Speedway, donc celui d'avant, il y a la fausse fin, le beat s'arrête et en fait, on en reprend pour 2 minutes ou 2 minutes 30 de synthé très trippy. Et là, The Hit, le beat s'arrête d'un seul coup. Mais en pleine intensité en fait. Il enlève pas les éléments un par un, il est pas en train de filtrer tel et tel élément pour annoncer la fin. Paf, ça s'arrête d'un coup. Au niveau de la prod sur cet album, on sent aussi quand même l'influence des machines. On n'est pas encore dans le domaine du digital, on est sur des vieilles machines. Il y a quand même des choses qui sont plus, rentre dedans, un peu brutes, un peu rough. Qu'est-ce que vous pensez globalement, pour faire une petite pause sur les morceaux, de la prod de Laia Molette sur cet album, qui est pas non plus surcompressé, on n'est pas encore dans la période des masters à burn à 0 dB tout le long. Ça respire, ça vit, il y a beaucoup, il y a de l'intensité, il y a des différences de volume assez importantes même si on écoute sur le CD, bon, qui sont pas présentes sur les versions vinyles pour le coup, mais qui sont vraiment assez flagrantes sur le CD. La prod sur cet album, toi David, qui est un gros fan de production et de et de gimmick sur des vieilles machines, t'en penses quoi?
On sent par rapport à la scène underground dont Prodigy vient que ça repassait par des studios professionnels derrière, ça c'est sûr en termes de production pour l'époque, hein, c'est le level au-dessus. Moi, je trouve, j'ai valu cet album à 80% de samples en fait. J'ai un peu repris tout l'historique. Il y a des vidéos là-dessus qui décortiquent tout ça en détail. En fait, même certaines strings, alors c'est pour une partie, bon, pour faire le nerd, c'est beaucoup les strings de Prodigy, ça vient d'une machine Roland qui s'appelle le U220. Mais même là, certaines, c'est des samples de musique de film qu'il a complètement retravaillé. Ça semble dans tous les sens, de la soul des années 70, de la acid jazz, du breakbeat, du hip-hop, des musiques de film, du rock, donc avec Nirvana notamment, Led Zeppelin, même Simple Minds. Enfin, c'est vraiment un truc complètement composite. Même les stabs, c'est ces sons un peu en staccato là, qui sont un peu la marque de la rave music de cette époque. Pour beaucoup, c'est des bruits ou des samples retravaillés au sampler. Je pense qu'à part quelques lignes de synthé, une TB303 par-ci par-là, c'est quasiment que du sampling cet album, ce qui est quand même une prouesse. Hein. Quand tu vois comme tout fonctionne, comme il arrive à mélanger des sources si différentes, c'est quand même un des grands talents de Liam Howlett, c'est ça et son talent de beatmaking pour moi. Et cette capacité à piocher des hooks, des samples qui sont super accrocheurs et les combiner entre eux, c'est vraiment ce qui fait tout le son Prodigy jusqu'à maintenant. Donc ouais, au niveau de la production, on est clairement sur pour un album mainstream rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il y a quand même ce truc assez agréable effectivement, c'est qu'on n'est pas encore dans les années Loudness War, il y a beaucoup de dynamique, ça vit quoi, ça respire, tout n'est pas compressé à balle pour t'écraser la tête de la première à la dernière seconde. Mais par contre pour un projet techno underground, ouais, la prod est vraiment de luxe pour 94, ça s'entend à plein de détails en fait pour les gens qui ont l'oreille, c'est très très chiadé quoi. Alors pour info, il dit sur le bouquin toujours de Martin Roche qu'il a bossé tout seul sur l'album. Il n'a pas fait écouter du tout les morceaux aux autres membres de Prodigy, qui les ont découverts en fait lors d'une session d'écoute quand les morceaux étaient quasiment finis en fait. Hein. Ils ont même le morceau Verlo avait été fait avec le mec de Populity Itself à part. Donc les autres membres du groupe ont découvert l'album quasiment fini. Tout ça parce qu'ils voulaient pas avoir de pression non plus de la part des trois autres qui étaient en fait avant tout, même avant d'être des MC, des danseurs, donc qui sont quand même des mecs qui aiment la danse, l'énergie, la teuf, etc. Et il explique qu'il avait peur d'avoir une certaine pression pour faire des morceaux en fait qui étaient à burn dance floor tout le long, et donc il dit avoir bossé tout seul sans les autres membres du groupe, et surtout il dit avoir bossé tout seul aussi en studio avec juste une phase de master. Pour le coup, mais même pas de mix. Hein. A priori, il aurait fait le mixage tout seul. En tout cas, c'est ce qu'il annonce dans le bouquin. Le mastering aurait été fait en studio pour le coup. Et c'est une des premières fois parce qu'effectivement, il n'y avait pas une master sur les premières versions d'Experience. Il a fallu attendre des remasters qui sont arrivés plus tard pour ça. Florian, toi, t'en penses quoi de la prod de Liam Howlett globalement sur cet album ? Alors, je vais compléter. Donc effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il y a à la fois une dynamique et une fraîcheur qui font du bien à entendre. Je vais compléter en parlant justement du travail de composition de l'album à base de samples. Donc comme le signalait David, donc il y a des vidéos qui existent. Et c'est vraiment intéressant, je pense, pour les auditeurs et les auditrices de regarder ces vidéos. C'est pas forcément très long, c'est 20 minutes. Et en fait, on entend le sample, le son original qui a été samplé, et ensuite on voit ce que Liam Howlett en a fait dans l'album. Et donc, pourquoi je prends un petit peu de temps pour parler de ça, c'est que les samples en question, c'est pas, comme ça se fait peut-être beaucoup aujourd'hui, un gimmick de 3 secondes inséré dans des kicks. Non. Tout l'album est architecturé avec des samples autour de samples, alors qui sont modifiés, souvent accélérés par rapport à l'original, mais pas que. Donc il y a aussi ce travail de production et de composition ensemble, c'est-à-dire qu'il s'empare d'éléments séparés, de différentes époques de la musique et de différents styles musicaux, et il arrive à les modifier de telle sorte que quand il les intègre ensemble, ça fait des morceaux extrêmement cohérents, très musicaux. On se dit pas du tout, tiens, ça fait copier-coller, un peu 8 bits, glitch machin bizarre. Non, pas du tout. Au contraire, il y a un groove monumental dans ces morceaux, et c'est là qu'on comprend aussi je dirais le génie de Liam Howlett, de voir comment
dans un morceau où il va mettre 12 ou 15 samples différents, il va pouvoir construire quelque chose de complètement à part, et on va pas se dire en l'écoutant ah oui tiens il vient de nous faire un copier-coller pour nous accrocher l'oreille avant de relancer la rythmique. Non, pas du tout, au contraire. Donc j'invite vraiment les gens à aller regarder ce genre de vidéo, parce que c'est vraiment édifiant au premier sens du terme. On comprend comment le travail sur le son, sur le sample en lui-même amène à cette composition, cette vision de la composition qui, je trouve, a été rarement égalée par ailleurs dans ce style de musique, à ce point. Et en plus, il faut recontextualiser un peu, oui, évidemment, grand talent pour la maîtrise des samples, etc. Et en plus, il faut remettre le côté technique de l'époque. Il faisait ça avec un Roland W30 qui était une workstation synthé sampler, en gros, pour résumer. C'était un processus ultra laborieux, un vrai travail d'orfèvre de faire ça. Maintenant, sur Ableton, enfin, sur un ordinateur, tu fais ça beaucoup plus simplement. Mais à l'époque, il a dû passer des nuits à s'arracher les cheveux pour que tout soit time stretché comme il fallait, pour agencer tout ça. C'est un vrai boulot de maquettiste, quoi. Liam Howlett, c'est un mec qui vient à la base de l'électro et du breakdance. On voit aussi cette culture du sample que tu retrouves dans le hip-hop et que certains dans le milieu techno, voire hardcore, ont fait perdurer jusqu'à nous. Je sais que Florian était un grand amateur de The Destroyer, mais tous ces mecs qui ont gardé ce workflow basé sur le sample, sur certains trackers Amiga, ou même des trackers PC ou Mac, ils sont plus nombreux. Et d'ailleurs, à l'époque de la sortie de la compile The Dirt Chamber Session, c'était en 99, je crois. C'est la compile. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc. C'était Liam Howlett qui avait sorti ça. C'était un mix, mais fait avec des samplers. C'était pas un vrai mix de DJ. Hein. Il avait fait un espèce de best-of de toutes ses influences où il y avait aussi bien du punk, de l'électro, de la house, du breakbeat, des choses comme ça. Il avait expliqué en interview que il avait arrêté de bosser sur les samples juste après la sortie de Music for the Digital Generation, The Fat of the Land. Il y a beaucoup plus de synthé, il y a beaucoup plus de travail de prod et moins de samples d'ailleurs, ça se sent. Mais ouais, c'est un peu son dernier album comme ça, entièrement basé sur du sampling, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que ça vient aussi beaucoup, comme tu l'as dit, c'était un b-boy à la base. Ça, comme beaucoup de gens de la scène rave anglaise et même de la scène rave en général, c'est quelqu'un qui s'est un peu détourné du rock, en tout cas qui a découvert de nouveaux horizons par le rap des années 80. D'où l'amour des breakbeats, et l'amour aussi de la manipulation des samples. Et je pense que de son ADN de b-boy, tu le sens et encore énormément dans cet album. Justement, on le sent encore plus en Poison, c'est le 8e track, c'est sûrement celui qui est le plus connu. I got the poison, I got the remedy, I got the post-symptom rhythmical remedy. I got the poison, I got the remedy, I got the post-symptom rhythmical remedy. I got the poison, I got the remedy, I got the post-symptom rhythmical remedy. I got the poison, I got the remedy, I got the pressure. Ça préfigure ce que deviendra The Prodigy avec The Fat of the Land, c'est-à-dire une machine à Stadium Rock. T'appelles ça Stadium Rock, toi, t'appelles pas Stadium Rave. Alors, sur The Fat of the Land, il rockifie la formule. Morceau plus court, plus couplet-refrain, plus chanté, enfin bon... alors, il y a toujours un ADN très rêve, mais enfin, on va beaucoup vers le format rock. Et d'ailleurs, parlons de rêve et de rock. C'est aussi, de plus en plus, il va se produire dans des gros festoches rock. Mais si on revient à Poison, donc une durée assez courte, le hook vocal avec les onomatopées et les vocaux de Maxime Reality, qui est le vocaliste, le premier vocaliste de The Prodigy à ce moment-là, c'est Keith Flint montera plus tard. Donc c'est la chanson de l'album. Voilà, il y a une chanson qui fait chanson.
Et c'est ça. Et il y a un après, edit très, très radio bien, d'ailleurs enfin, qui est sorti, qui est plus court, hein. Je crois que la version originale de Poison fait 6,42, mais je crois qu'il y a un edit radio qui est sorti de 3,30, quelque chose comme ça, qui était diffusé en FM. David? Non, bah moi j'ai rien à ajouter, pas de mon avis personnel en tout cas, mais pareil, en relisant des interviews de Liam Howlett, il expliquait que Poison c'était aussi justement une réaction. Toute cette scène, tout son rêve de l'époque breakbeat était en train d'accélérer à un tel point que ça a donné la jungle, justement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce morceau, pour lui, c'était une réaction de faire un morceau contraire lent à un tempo hip-hop, quoi, pour montrer qu'il y avait une autre direction était possible. Et toujours dans cette volonté sur cet album de couper les amarres avec le reste de la scène rêve pour dire nous, on est une entité à part, on a notre vision et on suit pas forcément les tendances. C'était aussi l'idée derrière le morceau, d'après lui. Sur la dernière interview partagée de Liam Howlett et Kay Flint, c'était quelques mois avant sa mort, ils disaient tous les deux que Poison était encore leur morceau préféré de Prodigy sur les deux. Ce qui m'avait un peu étonné, parce que je pensais que ça serait plutôt des morceaux d'expérience sur lesquels ils avaient peut-être partagé des souvenirs de première soirée, de choses comme ça. Mais comme quoi, c'était toujours leur track préféré. Mais je pense aussi ça vient de la version live qui fout une espèce de sbull pas possible à chaque fois, quoi. Et qui est très années 90 hein, pour le coup, moi je trouve ce morceau là. Le morceau numéro 9 qui vient après, c'est No Good Start the Dance, qui est clairement basé sur un sample dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un sample d'un morceau de Chicago House sorti en 87 de Kelly Charles, You're No Good For Me. Moi c'est perso mon morceau préféré, mais je pense que c'est plus une question de nostalgie qu'autre chose. Je le joue toujours en soirée. C'est un morceau qui est toujours d'actualité en fait, hein. C'est une grosse tuerie rave, une rave anthem. Good for me, I don't need nobody. Don't need no one. That's no good for me. You're no good for me, I don't need nobody. Don't need no one. That's no good for me. You're no good for me, I don't need nobody. Don't need no one. That's no good for me. You're no good for me, I don't need nobody. Don't need no one. That's no good for me. J'adore le breakbeat. Il y a un petit trick en fait. Il est layer avec des sons métalliques et ça lui donne un côté industriel. Donc cette espèce de breakbeat rapide indus, c'était très original à l'époque. Enfin, à ma connaissance, ça sonnait pas du tout comme les breakbeats que tu pouvais entendre dans d'autres productions du genre. Le hook vocal, bah oui, maintenant il appartient à la pop culture. Hein. Il est juste parfait. Tu l'entends, tu deviens fou. J'avais un peu moins de passion pour le synthé, justement le synthé principal. Je trouvais que, je sais pas, il était un peu entre deux eaux. Pareil, je rebondis sur ce que je disais au début. Pour moi, ça sonnait pas comme les synthés rêves que j'aimais. On était un peu dans un truc entre deux. Ça essaye de l'être, mais ça l'est pas vraiment. Et puis bon, avec le temps, à force d'entendre le morceau, notamment en live, je suis comme tout le monde. Quand ça rentre, j'ai les bras en l'air. Ouais, et puis le clip, il faut rappeler que le clip s'était tourné dans apparemment une vraie teuf en Angleterre. Et le clip il est juste génialissime, quoi. Il fracasse un mur à un moment donné, puis ça, c'est vraiment l'ambiance de ces années-là qui se darkifie partout, hein. C'est peut-être aussi le changement de consommation de drogue qui se fait partout en Europe, ou le durcissement du son avec l'arrivée du gabber et du hardcore. Mais ouais, c'est du lourd. No Good, t'en penses quoi, Florian? Bah, j'en pense que quand je t'entends parler, je me demande si on parle du même morceau en fait. Parce que oui, avec le temps, enfin voilà, le truc est une super Madeleine Proustienne de l'espace et c'est super, mais rapporté au reste de l'album, je trouve que No Good, ça tangente l'Eurodance dans ce qu'elle a de meilleur, certes, mais ce synthé, justement, j'ai pas la clé de ta fascination pour la dimension rêve de ce morceau, que j'aime bien, mais c'est de la bonne Eurodance, ouais. Si t'as bien écouté, si ça s'adressait à moi, je dis justement que le synthé c'est l'élément que j'aime le moins. C'est pas là où j'entends le plus le côté rêve justement de ce track. Mais j'entendais prolonger votre propos dans la limite de mes capacités, monsieur. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles d'Eurodance parce que oui, c'était le track.
Laia Molette le vendait comme une réaction à l'Eurodance, et le That's No Good For Me, ça parle de toute cette musique-là, justement. C'est un peu une réaction, mais peut-être que dans son esprit, il y avait une façon de dire, regardez, je vais un peu sur votre terrain, mais voilà comment on le fait proprement, quoi. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, puis 94, quand il sort, on est vraiment au cœur de la vague Eurodance, quoi. Là, tu peux pas faire plus Eurodance que cette époque-là, quoi. Et d'ailleurs, c'était joué très souvent en club grand public, en mainstream, No Good, hein. Je l'ai entendu à la Nitro, à Montpellier, dans d'autres spots comme ça, où t'avais... Voilà, tout à fait, ça pouvait être dans des hits, alors peut-être pas dans des compil dance pourris de l'époque, mais en tout cas, ça pouvait passer dans des émissions de radio extravagance sur Énergie ou je ne sais quoi. Et c'était quand même, je t'assure, entre un Corona et un Culture Beat, c'était quand même bien l'attentat à l'époque quand ça arrivait. Ah, mais je crois qu'il essaye de nous provoquer en fin d'émission, le gars. Je le connais. Le dernier vrai morceau de l'album, c'est One Love, c'est le dernier à être crédité sur la tracklist en tout cas. C'est un edit parce que le morceau aurait dû être plus long, et il est plus long d'ailleurs sur la version du single. Moi j'avoue que c'est pas mon préféré, loin de là. Je trouve le sample de voix hyper casse-couille sur le long terme. Bon, après ça marche, hein, ça me rappelle aussi des très bons souvenirs, et puis c'est un super track, mais c'est pas mon préféré. Le clip, je me rappelle, c'était un des tout premiers clips avec cette espèce de 3D fabriqué sur Amiga ou sur Silicon. Et c'est pas ce qui a le mieux vieilli, ces trucs-là. Ouais, non, je trouve que le morceau et le clip ont pas bien vieilli du tout. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce truc Moi, c'est simple, c'est le seul morceau de l'album que j'aime pas, mais vraiment pas. Et même à l'époque, en fait. C'est même pas. Déjà, ça a vieilli, et en plus, je trouve que j'ai jamais compris ce qu'il foutait là, ce morceau. Même selon des standards Happy Rêve 94, je le trouve assez faiblard. Il y a quand même ce truc. Le seul élément qui est un peu marrant, c'est il y avait toute une vague à l'époque, première moitié des 90s. Plein de producteurs qui avaient noté l'analogie entre le son de la TB303 et du didgeridoo, l'exemple le plus connu étant le morceau didgeridoo d'Aphex Twin, justement. Et tu sens un peu ce truc-là aussi dans le morceau. T'as une TB qui est entre la TB et le didgeridoo. Ça s'inscrit dans le délire ethnique du morceau. Ça, c'est plutôt fun et bien fait. Mais globalement, il me saoule ce titre. Ouais, je trouve qu'il. D'ailleurs, ça fait partie des morceaux que lui-même aurait retiré. Je lisais cet après-midi en lisant des interviews aussi. Il en est conscient, je crois. Moi, ma théorie sur One Love, avant de laisser la parole à Florian, c'est que il était sorti en single, et je pense que le single était censé rester une sortie single solo, sans sortie d'album. Et je pense qu'ils l'ont jeté sur l'album parce que il y avait déjà eu une promotion, il y avait un clip, etc. Mais je pense qu'il a pas été conçu sur la même phase temporelle de l'album. Ça c'est une certitude. Il le dit dans la bio. Donc pour moi, l'album s'arrête. C'est l'album sans One Love en gros, quoi, hein, parce que je pense que One Love c'est clairement un morceau qui a été fait peut-être un an avant la conception de l'album, du reste de l'album. Florian, t'en penses quoi de One Love ? Je partage ta théorie. C'est-à-dire là, le morceau avait été un succès, et donc on l'ajoute alors à cet endroit-là de l'album. C'est peut-être la place la moins incohérente, vu que bon, il y a cette 303 très patateuse, donc on la met plutôt à la fin, effectivement, avant justement les 3 derniers morceaux qui vont emmener vers complètement autre chose. Les 3 derniers morceaux, ça s'appelle The Narcotic Suite. Donc 3 morceaux, Free Kilos, Skyline et Claustrophobic Sting. Alors pour les auditeurs les plus jeunes, qui vont pas comprendre le concept, mais à l'époque sur des CD, il y avait donc la tracklist officielle s'arrêtait au 10e, et les morceaux 11, 12, 13 étaient pas listés, c'est-à-dire qu'il fallait laisser la piste 10 quelques secondes dérouler après la fin de One Love pour écouter les 3 derniers morceaux. A priori, ils ont été rédigés, produits par Laia Molette sur des sessions assez trippy, d'où le nom. Free Kilos, vous en pensez quoi ? Ah, ce morceau-là, donc à cet endroit-là de l'album, avec cette flûte traversière qui très guillerette, hein, pour le coup, et on sait que Laia Molette a demandé à quelqu'un de venir jouer cette ligne de flûte. C'est pas un sample. C'est pas un sample découpé pour servir d'adjuvant à quelque chose d'autre. C'est vraiment un des thèmes principaux de ce morceau. Donc c'est guilleret, c'est printanier, ça met de la fraîcheur un peu dans ces ambiances d'after. D'autant plus que en termes de structure et de vitesse, c'est
groovy, un peu mou, c'est un peu relâché. Maintenant, si c'est fait comme ça, c'est que c'est sûrement fait exprès, notamment vu les coups de speed des morceaux d'avant. Voilà, donc c'est un peu flottant en fait. Voilà. Et puis avec cette vrille de synthé qui arrive à 6 minutes 47, alors qui a été samplé par Promo, DJ Promo, le Hollandais, sur un de ses premiers Promo Files à l'époque. Donc très caractéristique et reconnaissable. David? Oui, ouais, moi j'aime beaucoup. Enfin, pour moi, je prends toute la Narcotic Suite là, les 3 derniers morceaux, c'est presque. On va en parler directement. Ouais. C'est presque un mini concept album dans l'album en fait. Donc moi, je prends ça comme un tout. Et effectivement, au moment, si c'était un morceau comme ça pris indépendamment, c'est un peu anecdotique, même si effectivement la flûte est super catchy. Mais il y a un côté, après tout ce qu'on vient de se prendre dans la gueule, se permettre ça, moi je trouve ça super audacieux, marrant. Ça montre que le spectre musical du gars est encore plus large que ce qu'il a montré. Et puis ça, surtout, ça annonce les 2 morceaux après, quoi. Pour moi, je prends ça comme une narration. Hein, donc pour moi, c'est la phase d'intro, c'est tout. Et Skyline, du coup, Florian? Alors, c'est effectivement c'est assez ouvert. Ça, il y a, je trouve, il y a un relief effectivement, une narration qui se permet plus de choses que tous les autres morceaux de l'album qui sont en fait très straight et tendus vers l'objectif, on va dire. Donc, et puis avec ce titre, hein, Skyline, donc très bien, ok, ça plane, ok. Le message est passé. Clair, ouais. Et donc effectivement avec pour moi en fait Skyline, c'est une espèce de petite autoroute un peu nerveuse, donc après Free Kilos un peu relâché comme je l'ai dit, Skyline qui remet un coup d'énergie et qui mène vers Claustrophobic Sting, donc où il y a assez peu de drive rythmique, hormis pendant 1 minute 20 à un moment il y a un gros breakbeat, mais sinon c'est quelques crashs et sans plus. Donc grosse ligne acide et en surplomb de samples vocaux étouffés, filtrés, etc. Et avec ce que je trouve très marrant, enfin très bien trouvé, c'est que donc dans ce morceau il sample la voix de l'ordinateur dans 2001 Odyssée de l'espace, donc au moment où l'ordinateur se fait débrancher à la fin. Exact, ouais. Et donc l'astronaute survivant en fait est en train de débrancher ses mémoires, quoi. Voilà, on voit des cartouches qui sortent et on entend l'ordinateur qui dit avec sa voix très placide My mind is going. Et dans le morceau, ce qu'on entend, alors que la référence à 2001 est évidente, on entend My mind is glowing. Donc on passe de... Alors en français, l'ordi dans 2001 Odyssée de l'espace, il disait je sens que mon cerveau se vide. Bon, en anglais, My mind is going. Mais chez The Prodigy, ça devient My mind is glowing, c'est-à-dire mon esprit brille, resplendit. Et je trouve que c'est en fin d'album, après tout ce qu'on s'est pris, je trouve que c'est très parlant et une très belle conclusion. Je sais pas s'ils ont pas refait le sample vocal, je suis pas sûr que ce soit le sample original. Hein. C'est ma théorie, parce que même le speech du début, là, qui est un peu une déclaration d'intention quand il dit j'ai décidé de ramener mon travail dans l'underground, ouais. En fait, c'est une ligne de dialogue du film The Loner Man, le cobaye en français, un AV un peu science-fiction. Oui, je me rappelle de ce truc, ouais. Début 90. Et pareil, en fait, c'est pas, ils refont on sent qu'ils ont demandé à quelqu'un de refaire à peu près avec les mêmes intonations, mais là, elles sont un peu plus outrées, de refaire une ligne de dialogue. Je pense qu'en fait, il avait dû bosser, c'est ma théorie, mais j'y crois fort. Il avait dû bosser avec les vrais samples, parce qu'il y a aussi un sample de Star Wars qui se balade, je sais plus quel moment dans l'album, et il l'a mis à l'envers. Je pense que c'est dans Full Throttle, We're Going in Full Throttle. Je pense que dans le processus créatif, il a bossé avec les vrais samples de films parce qu'il se posait pas de questions, et puis au moment d'envoyer l'album, ils se sont dit là, c'est peut-être un peu chaud. Donc soit on met en reverse, soit on fait redire la phrase par quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec. C'est confirmé pour 2001, pour le sample de 2001, c'est confirmé. Ils ont refait faire la voix par quelqu'un en studio, en fait. Hein.
Ah bah c'est pour ça. Alors je sais pas si c'est une erreur ou si c'est volontaire qu'ils aient pas repris exactement le même mot, mais en tout cas c'est marrant. Ouais. On imagine, on imagine les sessions de studio, surtout dans ces années-là, Voilà. où Je te vois il venir. pouvait y avoir des idées qui fusaient, Non, oui, mais justement, je vais m'arrêter là, monsieur. Il y a des jeunes qui nous écoutent, mais bon, d'entendre un truc du genre My Mind is Glowing sur un album comme ça, sorti en 94, il y a un faisceau d'indices, voilà, qui nous mène vers des Surtout quand ambiances ça de sessions appartient de studio. à une série de tracks qui s'appelle The Narcotic Suite. Je pense que là on a tous compris où ils voulaient en venir. Voilà. Et donc ouais, bah le morceau en lui-même, pour répondre à Clem, oui, bah déjà moi je suis un fan d'Acid, la ligne est très bien, et il y a vraiment, ce qui est drôle, c'est que j'aime bien ces morceaux où le titre est vraiment en phase avec ce qui se passe dans le morceau. T'as vraiment l'impression, avec cette ligne Acid qui est sur une signature rythmique très serrée, t'as vraiment l'impression d'un espace qui se referme sur toi de plus en plus. Il est étouffant le track, quoi. C'est vraiment une oppression totale. Je trouve ça très très réussi. Et puis finir un album comme ça, après l'accalmie, la nappe un peu sympa, grandiose, lever de soleil d'avant et la petite flûte, c'est parfait. Genre tu crois que t'es tiré d'affaire et il t'achève avec ça en dernier. C'est une conclusion parfaite pour l'album, je trouve. Avant de parler de faire une grosse récap sur l'album, justement, David, tu parlais du sample qui est sur l'intro. So I've decided to take my work back on the ground, to stop it falling into the wrong hands. En résumé, est-ce que vous pensez que cet album, c'est effectivement un pied de nez à la médiatisation naissante de The Prodigy, peut-être pas mal de majors qui tournaient autour d'eux, aux critiques de la scène rave, parce que finir sur un morceau comme ça, sur une série de tracks comme ça, là on est clairement pas sur du mainstream, quoi. Est-ce que vous pensez que cet album, finalement, après réécoute, 30 ans après, est un album mainstream ou c'est clairement un truc pointu des années 90? Moi je pense que c'est un album mainstream, mais dans ce que le terme a de plus noble. C'est-à-dire, on n'est pas du tout. Si tu vois ce qui sortait à l'époque en 94, vraiment en vinyle, tout ce qui était son techno, rave, hardcore, gabber, jungle, etc. On est clairement dans quelque chose de plus ouvert, plus accessible, plus grand public. Mais j'y vois absolument rien de péjoratif parce que c'est fait de façon brillante. Florian? Pourquoi, parlons de The Prodigy, pourquoi il faudrait considérer ça en opposant mainstream et underground? Alors déjà en disant que faut se replacer dans le contexte anglais du paysage médiatique anglais, donc tout ce qui est presse musicale et tout, donc beaucoup plus florissant que chez nous. Les musiciens qui répondent aux médias, qui re-répondent aux musiciens, enfin ça fait tourner une industrie des médias musicaux en Angleterre depuis 60 ou 70 ans. Donc en fait, ce que je veux dire en disant ça, c'est que on est tenté en France de voir ce genre de déclaration comme étant quelque chose de pour l'éternité. Voilà, parce qu'on aime bien ça aussi, se le figurer comme ça. Souvent, c'est beaucoup plus contextuel en fait. Du point de vue des musiciens qui le font, au moment où ils le font et quand on se replace dans leur contexte culturel et notamment quand on parle des Anglais. Je fais un parallèle par exemple avec aussi ce qu'ont pu faire les Hollandais sur la scène gabber hollandaise des années 90. Énormément de samples qu'on entend dans des morceaux gabber, ils sont en train de parler à leur pote qui est dans le studio d'en face. Il y a pas plus de portée, que ça, parce qu'ils sortent toutes les semaines, parce que. Là, je pense faut aussi savoir le lire comme ça. Et après, alors au moment où il compose les morceaux, Olette, il sait déjà qu'il est dans une trajectoire ascendante en termes d'exposition par rapport au public, etc. Je dirais sûrement qu'il compose en connaissance de cause parce qu'il est très très cultivé comme on l'entend. Donc quand il emmène toute cette diversité musicale dans ses morceaux, il sait ce qu'il fait. Il tourne beaucoup. Donc il voit ce qui se passe, voilà, il est pas que dans son studio, il voit ce qui se passe aussi en live, il voit ce sur quoi les gens accrochent. Donc je pense qu'il sait qu'il est en train de préparer un coup. Alors évidemment, vu de 2024, ça serait tentant de dire que oui, ça y est, il avait tout prévu et album après album. Bon, non, je vais pas jusque là, hein, je cède pas à cette tentation là, mais c'est pas même si ça commence en disant ouais, going back underground. Attends.
Il est en train de dire je vais faire ce que j'ai envie de faire, voilà, et je vais vous montrer ce dont je suis capable. Et cet album est une démonstration. Si on parle de musique sample-based, c'est un tour de force, en fait, en termes de savoir-faire. Mais c'est pas non plus une démonstration de nerd qui a bouffé toute la notice de tout son matos. C'est très musical, c'est très groovy, c'est ce qui fait que 30 ans après, quand on l'écoute, on dit ça marche super bien, encore. Il y a une petite patine d'époque, mais en fait, ça marche super bien. Donc, c'est tout ça. Le côté underground, moi, je le prends plutôt comme, oui, non, mais je vais faire ce que je veux et je vais vous faire manger. À la réécoute de l'album 30 ans après, c'est vraiment ce mois-ci. Quel est votre sentiment définitif par rapport à l'album et par rapport à tous les tracks qui sont dessus? Est-ce que ça reste un truc est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est un petit truc un peu nostalgique, ou est-ce que vous l'avez réécouté avec plaisir et que vous avez redécouvert quelque chose qui peut-être à l'époque était passé? Moi, j'avoue qu'en réécoutant l'album, j'étais clairement passé à côté de l'album à sa sortie, comme beaucoup de monde en France, hein. J'ai découvert Prodigy par expérience et puis je suis revenu dessus sur Fat of the Land. Il faut dire qu'ils jouaient pas beaucoup en France. Ils ont recommencé à jouer à partir de 97. Ils étaient prévus à Polaris en 96, la soirée avait été annulée. Enfin, j'avoue que j'ai redécouvert l'album avec plaisir. Je le réécouterai pas tous les mois, mais je trouve que ça a pas vieilli, je trouve que ça a de la gueule, que la prod est au top. La seule vraie erreur pour moi sur cet album, c'est One Love. Je sais pas ce que ça fout là. Bon voilà, je pense que c'était plus effectivement un aspect ou business qui nous échappe sûrement. J'aimerais avoir votre avis en tout cas pour clôturer cette émission sur qu'est-ce que ça vous a fait de réécouter Music for the Guilty Generation 30 ans après. David, peut-être? Écoute, moi, c'était peut-être passé en 15 ans de l'album de Prodigy que j'aimais le moins, mon préféré, tout simplement. Okay. Sachant que moi, je suis pas dans la team après Fat of the Land, Prodigy, c'est plus ça. J'aime à peu près tous les albums qu'ils ont sortis après. Alors évidemment, il y a à boire et à manger, tout n'est pas génial. Mais globalement, je trouve que ça se tient, qu'ils sont restés fidèles à leur truc, qu'ils arrivent toujours un peu à surprendre ou simplement à recycler leurs acquis, mais de façon toujours aussi fun. D'ailleurs, je sais que l'album The Day Is My Enemy, je le mets aussi dans le top 3 des meilleurs albums de Prodigy avec celui-là. Ok. Donc là, pour toi, c'est une vraie redécouverte, et puis en tout cas, c'est... ouais, bah oui, je te dis, c'est marrant, j'avais un snobisme assez mal placé par rapport à cet album à l'époque, et en fait, avec du recul, non seulement c'était très très malin de sortir ça à cette époque-là, mais en plus, ça tient bien l'épreuve du temps, je trouve. Florian, ton avis définitif? Alors, effectivement, comme David, donc redécouverte, et le fait de l'écouter intégralement dans l'ordre des morceaux, enfin dans l'ordre, avec les morceaux dans l'ordre de l'album, plutôt que 2-3 morceaux par-ci, une vidéo par-là. Voilà.
j'insiste sur le fait d'écouter les morceaux dans l'ordre originel, c'est vraiment une expérience en soi. Pour ne rien rajouter à ce que vous avez déjà dit, je dirais aussi que c'est une très bonne façon de montrer à des gens qui savent pas ce que c'est la rêve à l'anglaise. Parce que pour nous en France, rêve égale techno, rêve, bon, et pourquoi pas. C'est plus Garnier que Prodigy, quoi. La rêve à l'anglaise, c'est quelque chose alors je vais faire une facilité tout de suite et je vais l'évacuer, qui est tellement anglais. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce que on a une musique donc qui est élaborée par un compositeur-producteur très cultivé sur son sujet et qui en même temps a une dimension très accessible et c'est populaire. Et ça, les Anglais sont champions du monde pour ça. Voilà. Ça fait pas musique savante ou musique de démonstration. Je te montre comment je suis bon avec mes sampleurs. Voilà. Ce côté, là encore, très très rêve anglaise, de ce côté très melting pot. Il y a la straightness de la techno, le beat techno rectiligne. Il y a les influences musique noire, notamment 70s, dans les samples et les vocaux, évidents. Les breakbeats, et encore une fois, ça fait pas une espèce de patchwork vaguement arrangé. Tout ça est extrêmement cohérent. Et c'est là encore, je trouve que c'est ça aussi la rêve anglaise. Ce côté plaisir premier degré dance floor. Bah oui, voilà. Et puis cette dimension aussi qu'ils ont. Alors c'est pas qu'eux qui mettent ça dans leur approche de la rêve, mais ce côté justement, ce côté épique, célébratif en fait, qui vient dans certains morceaux, en même temps qu'une approche très très efficace. Voilà, donc tout ça ensemble, moi je dirais à quelqu'un, tiens, écoute cet album, et il porte quelque chose de très fort en tant que témoignage de cette fameuse rêve à l'anglaise. Voilà ce que j'en dirais. Et pour finir l'émission, votre regard sur la carrière de Prodigy après l'album. On va peut-être pas parler de Fat of the Land et de l'impact que ça a pu avoir, mais 30 ans sont écoulés depuis la sortie de l'album. Ils ont sorti 3 autres albums, 4 même, je crois. C'est un groupe qui tourne toujours malgré le départ du premier danseur et du décès de Keith Flint il y a 5 ans désormais, maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de leur évolution et de leur... au final de leur carrière 30 ans après la sortie de l'album? Florian, peut-être? C'est faut aller voir, faut aller écouter, faut aller se prendre le son Prodigy sur du gros son quand il joue. C'est toute cette dimension à la fois d'efficacité, de variété, de profondeur, enfin bref, tout ce dont on vient de parler pendant 1h20, se le prendre sur du gros son avec le spectacle qui va avec, c'est vraiment un vrai kiff en fait. Voilà, à la fois de bouger et puis de se faire administrer en même temps et sans que ça soit pontifiant. Je trouve une leçon d'histoire de la musique électronique, parce que maintenant c'est ça. The Prodigy, c'est dans le patrimoine. Ça fait 35 ans que ça existe. Tu vois, ça fait bizarre de le dire. Ça fait bizarre de le dire, ouais. Ça fait... Donc t'y vas, c'est du patrimoine, mais c'est du patrimoine qui te fait jumper. Donc voilà ce que j'en dis. Allez-y. David ? Oui, je suis complètement sur la ligne de Florian. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Prodigy et ce que je trouve impressionnant, c'est quand tu regardes leur parcours, faut voir d'où ils sont partis. C'était un live act des rêves parties anglaises dans la campagne anglaise, avec un mec derrière les machines, un MC, 2 danseurs, et tout ça devient un des groupes, un des marqueurs de la pop culture des années 90 jusqu'à aujourd'hui. J'étais à leur concert à l'Olympia en décembre. Là, ça y est, t'as 3 générations qui viennent. Enfin, t'as l'impression que t'es pareil que quand tu vas voir Dépêche Mode ou des choses comme ça. Alors qu'on est quand même sur autre chose. Énergie dingue en live, effectivement. Il y a des morceaux sur album qui sont pas forcément ceux qui vont le plus me convaincre. Et en fait, je les ai vraiment compris quand tu vois toute la salle en train de faire des bonds de 3 mètres dessus.
Groupe très qui a su mener sa barque de façon très intelligente, effectivement, parce que le postulat de départ était tellement un produit de son époque que c'était appelé à disparaître. Et d'ailleurs, tous leurs concurrents ou potes de l'époque, style Alternate, Shade of Rhythm, etc. Aujourd'hui, ils ne jouent plus, ou alors ils jouent que dans des soirées dédiées à ce son de cette époque-là, un peu Star 80 de la rêve de l'époque. C'est les soirées old school UK, ouais. Que ils ont réussi à traverser tous les courants, plein de vagues de dance music différentes, à rester pertinents, à garder leurs fans de la première heure en récupérant des nouveaux. Y a pas que qu'on réussit à ça, mais on sait très bien que c'est une minorité de groupes qui arrive à faire ça, et c'est vraiment impressionnant. Quand encore une fois, on avait juste affaire à un projet d'un mec qui faisait de la rave music breakbeat dans sa chambre, quoi. Yes. Vous avez quelque chose à ajouter, les gars, sur cet album ou sur Prodigy? Non, ce que disait Florian aussi, que ça capturait vraiment l'essence de la rêve anglaise. Ouais, je suis entièrement d'accord avec lui, et ça me permet d'en caser une, parce que quand on a fait le listing des tracks par track, on a sauté quasiment le premier après l'intro Break and Enter, qui moi est mon préféré. Mais je crois que ouais, tout à fait, on en avait parlé vite fait. Quand Florian dit que l'album commence à Full Throttle, je me taillade, parce que pour moi, Break and Enter, c'est le meilleur morceau de l'album, vraiment. Et pour les raisons qu'il a avancées pour tout l'album. C'est-à-dire, ça capture vraiment, pour moi, tout ce qu'il y a de fort, de stylé, de prenant dans la rave musique anglaise. J'avais envie de vous consterner, monsieur. C'est réussi. Merci, messieurs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse d'album ou de groupe. On verra où ça nous mène. Pour toutes les infos, les infos sur Prodigy, les vidéos, les clips, etc., on mettra tout sur signal0.fr. Vous aurez absolument tout sur l'article du podcast. David et Florian, merci encore. On se retrouve bientôt sur Signal 0, que ce soit sur des bouquins ou des podcasts. Je vous remercie pour cette brillante discussion d'1h30 sur Prodigy, Music for the Guilty Generation. Merci. Salut.